Je suis Aurore. J'accompagne celles et ceux qui veulent faire la paix avec leur histoire, se libérer de ce qui pèse, revenir à ce qui est vivant, sensible et vrai. C'est pas rien, c'est le podcast pour tous ceux qui ont la sensation de ressentir trop fort, de douter parfois, de porter des bagages un peu lourds ou de ne pas avoir toujours un espace sécurisant pour se déposer. Ici, on parle de notre humanité, de nos traumas, de nos lignées, d'émotions entières, de liens authentiques et du vivant en nous. Parfois à deux, dans des échanges passionnants avec mes invités, ou seuls, juste toi et moi. Des conversations vraies, sans masque, sans filtre. Parce qu'être humain, c'est pas rien. Parce qu'apprendre à s'aimer, c'est pas rien non plus. Alors si toi aussi tu veux t'alléger, grandir, ressentir et te transformer, installe-toi confortablement et embarque avec moi dans cet épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau podcast avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai eu envie de faire suite à une énième discussion avec quelqu'un de mon entourage où je parlais de ce que je vis en ce moment, de certains mécanismes, de comportements que j'ai repérés et que j'arrivais pas à les changer. Et en face... la réponse est toujours si tu veux, tu peux, il faut que tu te mettes une discipline et tu y arriveras. Et j'avoue que c'est quelque chose qui a tendance vraiment à me mettre en colère parce que ça vient aussi d'un espace d'impuissance, forcément. Et je pense que si vous êtes en train de m'écouter, c'est qu'il y a un endroit aussi où ça va vous parler. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce podcast qui s'intitule « Arrête de croire que quand tu veux, tu peux ». Imaginons, vous vous êtes dit que lundi, vous allez vous y mettre. Vous savez exactement ce qui serait bon pour vous. Bouger, vous coucher plus tôt, arrêter de scroller jusqu'à minuit, reprendre l'écriture d'un livre que vous avez laissé en plan. Vous le savez. C'est même pas une question de savoir, en fait, vous le savez. Lundi arrive et vous l'avez pas fait. Et là, il y a cette petite phrase, vous la connaissez, quelqu'un qui vous l'a dit un jour, ou vous la dites tout seul, c'est que quand on veut, on peut. Et donc, par déduction, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne voulez pas vraiment. Vous n'êtes pas assez motivé, pas assez discipliné, au fond, il y a un souci. Donc je voudrais vraiment qu'on s'arrête sur cette phrase aujourd'hui parce qu'elle a l'air presque encourageante, mais c'est une croyance qui est assez violente et qui, moi, m'a fait beaucoup de mal. Et si je sais à quel point elle est violente, c'est justement parce que je l'ai vécue dans mon histoire pendant plusieurs années. Pendant très longtemps, j'avais sous les yeux mes propres comportements qui me faisaient vraiment du mal. Et j'ai mis un temps fou à les changer. Quand j'étais plus jeune, à la vingtaine, il y a eu la cigarette, il y a eu l'alcool quand on sortait, beaucoup, il y a eu les drogues, moi j'ai fumé du cannabis pendant 8 ans, donc il y avait vraiment une grande autodestruction que je voyais très bien et je connaissais le prix, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Et puis, j'ai cru que je m'en sortais ces dernières années, mais en fait, j'avais juste changé de mode de survie. Je suis passée de l'autodestruction avec toutes ces substances à l'autodestruction avec le travail, complètement inconsciemment, avec une forme d'acharnement et de surproductivité constante. Celle-là, en plus, elle est applaudie, on la félicite. C'est quand même génial de pouvoir accomplir autant de projets. Et il y a un endroit où je remercie cette part de moi et ce mécanisme-là parce qu'il m'a permis d'accomplir plein de choses. Mais ça reste le même mécanisme, c'est un corps qu'on pousse, qu'on force et qu'on n'habite pas pleinement. Et parce que c'est ça le fil rouge de mon histoire, au final je me suis jamais sentie vraiment bien dans mon corps, dans ma peau. J'avais un grand besoin de reconnaissance à travers le regard des hommes quand j'étais jeune. Moi, j'ai pris la pilule à 16 ans, mon corps a changé drastiquement en une année, j'ai pris pas mal de poids, toutes mes formes ont changé et c'est devenu très rapidement un énorme complexe. Et le sport, par exemple, ce truc que tout le monde me disait de faire, que c'était bon pour moi, j'ai jamais vraiment réussi à m'y mettre. Très rapidement, vu que je me sentais pas bien dans ma peau, que j'avais l'impression que j'étais nulle,
que j'arrivais jamais à rien et j'avais pas envie de me montrer en sous-performance, j'ai commencé à rentrer, à faire de la résistance et j'ai rapidement trouvé des excuses d'ailleurs pour pas faire le sport dès le collège. Et pendant toutes ces années, il y a eu ces gens qui m'ont dit « quand tu veux, tu peux ». Et le pire, c'est que quand c'est quelqu'un qu'on aime, qui nous l'a dit, donc par exemple mon ex-conjoint, mais il n'y a pas eu que lui, il y en a eu d'autres, je me souviens à quel point c'est difficile en fait à recevoir parce que quand je l'entendais, il y a une partie de moi forcément qui pensait « il a raison ». Si j'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi. C'est que je suis nulle, je manque de volonté, il y a un endroit où je me bouge pas assez les fesses. Et vous voyez ce que cette phrase elle fait. En fait, moi, ça m'a pas du tout aidé à changer. Ça m'a juste rajouté une couche de honte. Pendant des années, cette couche de honte par-dessus des comportements qui étaient déjà eux-mêmes des tentatives maladroites de survie. Donc aujourd'hui, quand je vous dis d'arrêter de croire à cette phrase, c'est pas juste une phrase d'accroche, un slogan. C'est vraiment ce que j'aurais voulu qu'on me dise il y a 20 ans. Même si bien sûr il y a de la nuance et je vais l'apporter dans ce podcast. Parce que regardez au final ce que cette phrase elle fait quand vous êtes déjà à terre. Quand on veut, on peut. C'est vraiment une équation à un seul terme. Entre vous et ce que vous voulez, il n'y aurait qu'une variable, c'est la volonté. Vous voulez assez fort, vous obtenez pas, c'est que vous n'avez pas voulu assez fort. En gros, c'est ça l'idée. Et donc, à quelqu'un en plein épuisement, en pleine addiction, en pleine chasse de dopamine, et donc en plein effondrement, il y a cette femme que j'étais, cette phrase qui dit qu'en gros, ton effondrement, c'est ton choix, c'est ta responsabilité. Que si tu pouvais, tu pourrais si tu voulais. Et donc, si tu le fais pas, c'est toi le problème. Et donc, comme je l'ai dit avant, ça empile de la honte sur quelqu'un qui est déjà à terre, et retenez bien ça, parce que c'est la clé en fait tout de suite, c'est cette idée que la honte, c'est pas une émotion neutre. La honte dans le corps, c'est un état très précis, ça crée un état d'effondrement, ça nous enlève, ça nous coupe de nos ressources, ça nous coupe de notre environnement qui nous permet de nous sentir en sécurité. Et c'est là l'état où on est le moins capable d'agir. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Donc la phrase qui est censée nous motiver, elle nous plonge dans l'état qui au final nous rend encore moins capables. Vous voyez un petit peu le paradoxe. Donc maintenant je voudrais vous expliquer ce qui se passe vraiment en fait dans le corps. Et pourquoi, moi aussi, pendant des années, j'ai pas vraiment réussi à m'en sortir. J'aurais vraiment eu envie que quelqu'un me parle de tout ça il y a quelques années. La volonté, en fait, la vraie capacité à vouloir quelque chose et à le tenir dans la durée, c'est pas un trait de caractère. C'est pas une réserve de courage que les forts ont et que les faibles n'ont pas. C'est une fonction, et une fonction, ça dépend de conditions. Dans votre cerveau, il y a une zone juste derrière votre front, le cortex préfrontal, qui gère tout ce qu'on appelle la volonté, planifier, se projeter, se lancer, tenir quand c'est dur, résister à l'impulsion du moment. Bref, c'est notre chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre, il a une particularité, c'est qu'il fonctionne que quand notre corps se sent en sécurité. Donc à chaque instant, sans que vous en ayez conscience, votre système nerveux, il scanne son environnement. L'intérieur de votre corps, les sensations, ce qui se passe autour de vous, les visages que vous croisez, les voix que vous entendez, les liens que vous cultivez. Et il se pose une seule question en boucle, est-ce que je suis en sécurité là, maintenant ? Stephen Porges, qui a créé la théorie polyvagale, il appelle ça le scan de la neuroception. C'est la perception, mais sous la conscience, avant même la pensée. C'est vous rentrez dans une pièce et tout de suite, votre corps va se sentir d'une manière parce qu'il y a une ambiance dans la pièce. C'est vraiment ça la neuroception. Et selon la réponse, votre corps il va basculer dans l'un des 3 grands états. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, j'en reparlerai, je les redévelopperai dans d'autres podcasts parce que c'est vraiment hyper important de comprendre ce qui se passe dans notre système. Mais le premier état, c'est je me sens en sécurité et en lien. Donc là, notre chef d'orchestre, il est
connecté, on peut penser, choisir, créer, lancer des projets. C'est le seul état où vouloir et pouvoir sont vraiment reliés. C'est presque un état de luxe en fait, c'est pas un acquis. Le deuxième état, mon corps va détecter une menace, immobilise, cœur immobilise son énergie, le cœur qui accélère, il y a comme une urgence, une agitation, un combat, une fuite, et là le chef d'orchestre il passe au second plan. C'est pas le moment de planifier dans 6 mois ce qu'on va faire, c'est vraiment le moment de survivre maintenant. Et en fait, le troisième état, et celui-là je vais vraiment vous le détailler parce que c'est lui qui répond un peu à la question de pourquoi j'arrive pas à me lever de mon canapé. En fait, la menace, elle est tellement grande ou elle dure depuis tellement longtemps que le corps, il a compris qu'il peut ni se battre ni fuir. Alors il fait la seule chose qui lui reste, il se fige, il se met en veille. C'est un état hyper ancien de notre système qu'on partage avec presque tous les animaux. C'est la souris qui fait la morte devant le chat pour pas se faire bouffer. Le corps va tirer son énergie vers l'intérieur, il nous ralentit, il nous anesthésie pour nous protéger. Et donc de l'extérieur, ça ressemble à quoi le figement ? À de la flemme, à de la paresse, à de la procrastination. On est sur le canapé, on sait qu'on devrait aller à la salle, mais nos jambes elles pèsent 1 tonne, le corps il est lourd, la tête elle est dans le brouillard, on n'a plus aucun élan. Et on se dit, allez, lève-toi, motive-toi, mais on n'y arrive pas. C'est comme si l'ordre, il n'arrivait même pas jusqu'aux muscles, en fait. Donc c'est hyper important de comprendre que c'est pas de la paresse. C'est un frein physiologique que notre corps a tiré pour nous protéger. Et donc voilà le détail dont personne ne parle vraiment et qui change absolument tout, c'est que dans le figement, il n'y a pas zéro énergie. Au contraire, en dessous, il y a énormément d'énergie d'activation. Le moteur, il tourne à plein régime, mais le corps, il a mis le frein à main par-dessus. Donc, pied sur l'accélérateur, pied sur le frein, en même temps. C'est pour ça que c'est si épuisant de rien faire dans cet état. Parce qu'à l'intérieur, ça lutte de toutes nos forces. Et c'est pour ça surtout que de nous forcer, ça revient à appuyer encore plus sur l'accélérateur comme un frein que notre corps a posé pour nous sauver. Et vraiment, moi, je peux parler de mon expérience, je le sens, mais tellement ce truc, quand je suis activée toute la journée, il y a cette anxiété qui tourne en boucle, je me dis, il faut que je travaille, il faut que je crée du contenu, il faut que je réfléchisse à un programme, il faut. Il y a ce truc d'accélérateur à l'intérieur, et en même temps, j'ai tellement pas l'énergie, j'ai tellement pas les ressources, j'ai tellement pas la clarté pour arriver à développer de la meilleure manière qui soit tout ça, qu'il y a une autre partie de moi qui va appuyer sur le frein et qui va dire maintenant tu te calmes et tu arrêtes et tu te poses. Et donc c'est là où en fait on reste dans cet espace de figement, d'agitation intérieure, d'anxiété, et que c'est vraiment compliqué d'arriver à initier ou à être stable depuis cet état-là. Donc, du coup, vous mesurez un peu l'absurdité de ce qu'on vous demande. On vous demande de gagner une course de vitesse contre votre propre système de survie. Et quand vous perdez cette course qui est impossible, on vous dit que c'est un manque de volonté. Et c'est aussi dans cet état, le figement, que vit la honte. J'y arrive pas, qu'est-ce qui va pas chez moi ? La honte, c'est pas à côté du figement, elle en fait partie en fait. C'est la couleur émotionnelle de l'effondrement. Donc, vous comprenez aussi ce qui se passait pour moi. Moi, j'étais une jeune femme qui buvait, qui fumait, qui se détruisait. J'étais pas sans volonté. En fait, j'étais juste une jeune femme dont le corps était en survie permanente, qui oscillait entre agitation et figement, et qui attrapait tout ce qu'elle trouvait pour se calmer son système nerveux, parce que je me sentais jamais en sécurité. Et donc, l'alcool, la cigarette, plus tard le travail à outrance, en fait, c'était des régulateurs. Des mauvais régulateurs qui me coûtaient cher, mais c'était les seuls que j'avais. Et donc je pouvais vouloir arrêter de toutes mes forces, et je le voulais, mais le levier qui transforme le vouloir en action, il n'était pas dispo en fait. Et pas par manque de caractère, par état. Et d'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse sur mais pourquoi est-ce que j'étais dans cet état ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'en sois là ? Pour qu'on puisse aussi apporter l'idée qu'on est tellement nombreux à vivre ça
Et ça veut pas dire que j'ai eu une enfance chaotique, horrible. Au contraire, j'ai eu une enfance très bien, avec des parents très bien, enfin comme tout le monde, chacun fait de son mieux, ils n'étaient pas parfaits, comme nous tous en tant que parents. Mais j'ai pas vécu d'énormes drames, voilà, de tout ça. Ça parle de nos traumas développementaux, ce qu'on a vécu quand on était enfant. Voilà, qu'il y a eu des endroits où nos besoins ils n'ont pas été nourris, parce qu'en fait, encore une fois, nos parents font de leur mieux. Il y a des traumas transgénérationnels qu'on a reçus d'avant, il y a des traumas de comportement qu'on a récupérés aussi de nos figures d'attachement qui s'en rendaient même pas compte en fait, hein, toutes les insécurités, les choses, tout ça, ça se transmet hein, de génération en génération. Donc c'est pour vous dire que on est tous plus ou moins concernés et on n'est pas obligé d'avoir eu une enfance terrible pour vivre en fait ces états-là. Et ça c'est important, je voulais quand même le poser aussi. Donc il y a aussi autre chose que j'ai envie de partager parce que vous pourriez peut-être me dire oui mais parfois je me motive, je me mets un coup de pied aux fesses et j'y arrive. C'est vrai. Et c'est pour ça que la croyance elle peut tenir depuis longtemps. On peut forcer un système, on peut se mobiliser dans ce deuxième état, avancer les mâchoires serrées à l'adrénaline, à la culpabilité avec des carottes. Ça peut marcher sur le moment. Mais le mensonge, c'est pas que ça marche jamais. C'est qu'en fait, on vous dit pas le prix à payer. C'est que on carbure sur nos réserves de survie. Et un corps qui tient à la survie, il finit toujours par s'écrouler. Souvent dans le figement, justement. Donc, mon acharnement au travail, c'était exactement ça. La volonté, ça marche, jusqu'à ce que d'un coup, j'ai eu une accumulation de déménagements, d'enchaînements de formations, être mère en garde alternée avec une petite de 3 ans qui me décharge toute sa colère, etc. Bah, juste mon système nerveux, il a complètement craché, en fait, c'était trop. Et donc forcer, ça veut pas dire qu'on est capable, c'est juste qu'en fait on emprunte une capacité à un corps qui à un moment donné va certainement nous le faire payer. Donc si forcer ça marche pas, qu'est-ce qui marche? Déjà, c'est important de comprendre qu'on ne sort pas d'un figement par la volonté. On en sort en redonnant au corps petit à petit le sentiment qu'il est en sécurité. Donc c'est pas une question de se secouer. On ne va pas se secouer, on se dégèle. Et en fait, ça se fait selon 2 principes que j'ai vraiment envie de vous transmettre parce que c'est précieux et personne ne nous les apprend. Le premier, c'est les ressources. J'en parle souvent, moi c'est présent dans tous mes espaces de travail, les constellations, mes accompagnements. Une ressource, c'est tout ce qui donne à votre système nerveux un sentiment de sécurité, de soutien et de solidité. Ça peut être une personne dont la présence vous apaise, ça peut être un lieu où vous vous sentez bien, ça peut être un animal, une sensation, la chaleur d'une tasse entre vos mains, vos pieds bien à plat sur le sol, une musique qui vous fait du bien, le souvenir d'un moment où vous vous êtes senti aimé, en sécurité. Donc, avant de demander quoi que ce soit à un corps figé, on lui donne des ressources, on l'entoure, parce qu'un corps ne va pas lâcher la pédale de frein de survie tant qu'il ne va pas sentir qu'autour de lui, il y a de quoi le rattraper, il y a de la sécurité. Ça, déjà, c'est hyper important. Et le deuxième principe, c'est la notion de rythme. On ne va pas passer du figement à l'action d'un coup. Ça, le corps, il va le vivre comme une nouvelle agression et il va se refermer encore plus, potentiellement. C'est pour ça que toutes les grosses décharges, les catharsis, comme moi j'ai pu faire d'ailleurs par le passé, j'y crois plus vraiment. Maintenant, je vais beaucoup plus venir moduler et accompagner les décharges avec beaucoup plus de nuances. Donc, on y va par toutes petites touches, un micro-mouvement et on revient à la sécurité, un petit pas vers ce qui est difficile et on retourne vers une ressource. En somatique, on appelle ça la pendulation. On touche un petit peu d'inconfort et on retourne vers beaucoup de sécurité. Et on recommence. Et donc c'est comme ça qu'un système nerveux se dégèle. C'est pas en sautant dans le grand bain. Et encore une fois, bien sûr que parfois ça peut marcher. Moi j'ai eu ces mécanismes-là et je pense que d'ailleurs c'est ça qui a fait que je me suis tournée au début vers des trucs hyper extrêmes, partir au Pérou, prendre de l'ayahuasca, être attirée par toutes les pratiques un peu intenses, cathartiques, comme le breathwork, etc. Parce que j'arrivais tellement pas à venir me
défriser, me me défiger petit à petit, que j'ai eu la technique kamikaze de j'y vais franco et comme ça, bah, au moins, je suis sûre que ça passera. Sauf que je suis pas sûre que ça m'a toujours aidé, ça, notamment par rapport à mon corps. Donc, en trempant le bout du pied dans l'eau, encore et encore, jusqu'à ce que le corps comprenne qu'il peut y aller sans mourir. Ça parle vraiment de ça, en fait. Donc, on peut revenir à cette histoire de canapé. La vraie question, c'est pas comment je me force à aller à la salle, c'est quoi la plus petite chose qui me redonnerait un gramme de sécurité là, maintenant. Ça peut être sentir mes pieds au sol, boire une bonne tisane, ouvrir la fenêtre, respirer, entendre le chant des oiseaux, mettre de la musique qui me fait du bien, être en lien avec une amie. Et une fois que j'ai retrouvé ces ressources et que je me sens un petit peu mieux, en général, il y a un élan qui revient. Et donc, il y a potentiellement cet élan d'aller à la salle. Et peut-être que c'est trop tôt, peut-être que ça doit passer par autre chose. Donc, le propos, c'est pas d'aller à la salle, c'est de se défiger. Et l'action, la vraie, celle que vous voulez, elle vient après le défigement, jamais avant. C'est ça l'ordre que personne nous a appris, c'est d'abord la sécurité, ensuite la capacité. Toujours dans ce sens-là. Donc, peut-être que vous vous demandez, comment est-ce que c'est possible quand même de faire évoluer les choses? Parce que moi, j'ai changé. Bien sûr, aujourd'hui, je bois quasi plus d'alcool. Je suis plus dans une autodestruction consciente. Et petit miracle, je me suis même mise au sport et je le fais avec joie. Mais la réponse, elle est importante parce qu'en fait, c'est exactement l'inverse de quand tu veux, tu peux. En fait, j'ai pas changé du jour au lendemain. J'ai pas changé le jour où j'ai enfin voulu assez fort. Parce que vouloir, ça je le voulais depuis le début, depuis 20 ans. Ça n'a jamais été ça le problème. J'ai changé quand les conditions, elles ont changé autour de moi. Quand mon corps a eu enfin assez de ressources, assez de sécurité pour lâcher petit à petit le frein. Et ça m'a pris 10 ans. Pas 10 jours, 10 ans. Ça a commencé quand j'ai changé de voie, quand j'ai commencé à me former en naturopathie, à accompagner les autres. Petit à petit, je me suis entourée de plus de ressources, plus de joie, et puis surtout d'une communauté qui me ressemble, des gens qui me soutiennent, qui me valorisent, mes clients, mes stagiaires, en fait, ils me renvoient une image de moi que j'avais peut-être pas vue, une image d'une femme capable, précieuse, sécurisante, vivante. Et en fait, c'est ça qui a tout changé. C'est pas juste une question de volonté, c'est le reflet que tout mon quotidien a commencé à me renvoyer. Donc, quand suffisamment de gens vous renvoient une autre image que celle de la honte, votre corps commence doucement à y croire. Et cette communauté, ces visages bienveillants, en fait, c'était mes ressources vivantes. Et c'est là, et seulement là, que est né l'élan de prendre soin de moi. Choix après choix, pas un grand coup de volonté héroïque. C'était une accumulation de petits choix pour me soutenir, qui ont été rendus possibles parce que enfin je me sentais en sécurité quelque part. Et ça, c'est exactement ce que la science dit de notre système nerveux, parce que c'est le point que presque personne ne nomme en fait. On est tous des mammifères. Les mammifères, ils se régulent pas tout seuls, ils se régulent en lien. Un bébé, il va pas se calmer par la volonté, il va se calmer dans les bras de quelqu'un. Un système nerveux, il apprend la sécurité au contact d'un autre système nerveux apaisé. On appelle ça la corégulation. Et c'est pas réservé que quand on est enfant, c'est un mécanisme de base en fait, c'est toute notre vie. Donc nos blessures, elles naissent presque toujours dans le lien, et c'est dans le lien qu'elles se réparent. Gabor Maté le dit, Gabor Maté que j'adore, allez lire ses livres, ce qui a été cassé en relation, c'est en relation que ça se soigne. Donc, quand on me disait « quand tu veux, tu peux, débrouille-toi », en fait, on me demandait un truc qui n'était pas possible. On me demandait de me réparer toute seule, par ma force, par ma volonté, alors que mon corps de mammifère, il réclamait du lien pour retrouver de l'élan. Et j'ai pas guéri en voulant plus fort. J'ai guéri en cessant d'être seule. C'est justement parce que toute ma vie, j'ai un peu appris à fonctionner toute seule, à me débrouiller par moi-même, à toujours aller de l'avant, que
ça a commencé à changer à partir du moment où j'ai accepté que je pouvais avoir besoin de soutien et de ressources. Et ça a été vraiment un gros pivot pour moi. Et puis, il y a eu des moments aussi où, bien sûr, c'était même plus un choix, hein, où mon corps a pris la décision à ma place. Par exemple, avec les psychédéliques, comme je vous disais, je suis partie au Pérou en 2018. Mon corps, il m'a montré que j'avais absolument pas la capacité de soutenir l'énergie qu'il y avait derrière. Je suis rentrée du Pérou, j'ai cru que j'étais en train de refaire une deuxième crise de mon syndrome que j'ai eue en 2015-16. Si vous n'avez pas écouté mon premier podcast où je parle un petit peu de mon histoire, vous pouvez aller l'écouter. Et donc je suis rentrée du Pérou, j'ai fait cette espèce de crise de guérison où j'ai eu les mêmes symptômes et j'ai flippé que ça revienne. Et en fait, c'était juste mon corps qui me disait non mais là en fait tu vas trop vite. Tu vas trop vite, énergétiquement tu te connectes à des trucs, mais en fait le corps ne suit pas. Donc forcément là j'ai commencé à mettre en place des choses parce que je me suis dit bon bah je peux pas m'engager dans cette voie d'accompagnement par l'invisible, l'intensité, les trans, etc. et ne pas soutenir mon corps. Et puis il y a eu un deuxième truc aussi quand je suis devenue maman. J'ai pas eu la possibilité de me régénérer comme avant. J'avais beaucoup moins d'espace. Mon système nerveux, il était stimulé tout le temps. C'était et c'est encore hyper challengeant pour moi d'être maman. Donc il y a un endroit où je suis aussi obligée de faire des choix, de m'arrêter, d'écouter, d'adapter mon planning, d'aller faire du sport, de me créer des espaces où je me fais du bien, parce qu'en fait sinon je deviens complètement barjot. Donc voilà, parfois c'est aussi la vie qui nous pousse à tout ça. Là, c'est même plus une question de volonté, c'est qu'il y a un endroit où on laisse le corps nous guider et nous indiquer qu'il y a un autre chemin à emprunter. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement le fameux lundi soir quand on est là à pas arriver à faire ce qu'on a envie de faire? On a vu le comment tout à l'heure, les ressources, le rythme. Maintenant, il y a aussi deux questions que j'ai envie de vous partager qui peuvent changer les choses, deux déplacements intérieurs. Le premier, c'est arrêtez de vous demander pourquoi j'y arrive pas, qu'est-ce qui va pas chez moi. Cette question-là, ça ramène de la honte, elle nous renvoie tout droit dans le figement et elle nous coupe encore plus. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple vous demander de quoi mon système nerveux il aurait besoin là pour que ça redevienne possible. Vous arrêtez de vous juger, vous devenez curieux de votre état, comme on s'occupe de quelqu'un qu'on aime en fait. Est-ce que je suis en survie? Est-ce que je suis en mode figement? Est-ce que la tâche elle est trop grande? Est-ce qu'il faudrait la réduire peut-être un petit morceau, tellement minuscule que mon corps ne verrait plus du tout comme une menace? Donc ça, c'est vraiment le premier move à faire. Le deuxième déplacement, et celui-là, c'est tout ce que mon histoire m'a vraiment appris, c'est de vous demander, est-ce que j'essaie de faire toute seule quelque chose qui demande du lien? Parce que la réponse, c'est souvent oui. Et que la chose la plus puissante qu'on peut faire, c'est arrêter de serrer les dents, et c'est juste appeler quelqu'un, s'entourer de personnes qui nous renvoient une autre image que de la honte, faire la chose avec plutôt que contre vous-même. Moi, par exemple, pour me motiver à aller au sport, au tout début, j'y suis allée avec des amis, j'y suis allée petit à petit, j'ai essayé de trouver des choses qui étaient vraiment adaptées à moi. Voilà, en fait, j'ai essayé de trouver des astuces pour que ça me soutienne et que, en même temps que je me lançais, je trouvais aussi de la ressource. Après, attention, parce que je sais ce qui peut se passer dans votre tête. Peut-être que vous allez me dire, ah bah super, donc c'est mon système nerveux, j'y peux rien, donc je vais attendre que ça passe. Et puis voilà, de venir un peu dans une posture de victime, parce que je le mets avec des guillemets, mais on a un petit peu tous tendance parfois aussi à le faire. Donc non, ça c'est aussi pas forcément, enfin c'est pas vrai. On n'est pas spectateur de notre vie. On a le pouvoir d'agir, il va pas disparaître, c'est juste qu'il change de place. Donc avant que vous mettiez toute votre énergie à forcer l'action directement et que vous vous cogniez à un mur, maintenant mettez votre énergie à créer les conditions. Et c'est là où on a le choix et où on est responsable de ces conditions. Comment on peut créer de la sécurité, des ressources, du lien, un bon dosage et l'écoute de notre corps. Ça part de nous. Ça, c'est notre responsabilité.
Et bien sûr, c'est plus exigeant que juste de la volonté, hein, c'est pas moins exigeant. Mes 10 ans, ça a été le travail le plus exigeant de ma vie. Voilà, forcé jusqu'au crash, n'importe qui peut le faire. Par contre, créer patiemment les conditions de notre propre capacité en lien sans nous taper dessus, bah ça, c'est le vrai courage, en fait. C'est tous les jours, comment est-ce que je peux me choisir? Comment est-ce que tous les jours, je me choisis à travers des petites actions, à travers des petits engagements, pour créer les conditions qui font que j'arriverai à aller vers mes objectifs, mes intentions, mes rêves, etc. Maintenant, j'ai juste envie de faire une petite parenthèse et de parler peut-être à une partie d'entre vous, parce que peut-être que si vous m'écoutez, vous n'êtes pas seulement concerné pour vous-même, peut-être que vous accompagnez, que vous êtes thérapeute, coach, praticien, et que vous tenez l'espace pour d'autres. Donc ça, c'est pour vous, parce que tout ce que je viens de dire, ça vaut pas que pour vos clients, ça vaut aussi pour votre façon de les accompagner. Si vous travaillez sans tenir compte de ce qui s'active dans le corps de la personne en face de vous, sans tenir compte de son état, de ce qui l'a fait basculer en survie ou en figement, bah, vous allez vous retrouver encore et encore avec des clients qui reviennent sur les mêmes sujets, qui tournent en boucle, qui comprennent tout intellectuellement et qui n'avancent pas d'un pas. Et vous allez vous demander pourquoi. Vous allez peut-être même finir par vous dire que c'est eux qui résistent, qu'au fond ils veulent pas vraiment, et puis surtout je pense que vous allez vous épuiser. Donc, vous voyez où je veux en venir. En fait, à votre place de praticienne, de thérapeute, ce serait exactement la même erreur. De vous dire quand il veut, il peut. Sauf que c'est pas de la résistance, c'est un système nerveux qui se sent pas assez en sécurité pour lâcher un blocage. Le blocage, c'est pas un caprice, hein, c'est une protection. Donc, tant qu'on prend une protection pour de la mauvaise volonté, on va pousser contre elle, et elle va encore plus sortir son armure. Hein. Donc, parce que tant que vous travaillerez au-dessus du système nerveux, avec l'intellect, les prises de conscience, des beaux plans d'action, bah, vous allez taper contre le même mur que vos clients. La prise de conscience, elle ne suffit pas à un corps en survie. Ce qu'il faut, c'est pas plus de compréhension, c'est de la sécurité. Et la sécurité dans une séance, ça passe pas par les mots, ça passe par votre propre système nerveux à vous, votre présence régulée. Et c'est ça votre vrai outil de travail, c'est la co-régulation encore et encore et encore. Bref, je ne vais pas m'étaler sur cette parenthèse-là, parce que je sais que je ne m'adresse pas forcément à tout le monde, mais si ça vous intéresse, si ça vous parle, et que vous avez la sensation qu'il vous manque des clés justement pour pouvoir accompagner les personnes avec ce système nerveux, avec leur trauma, avec leur histoire, aller au contact des parts protectrices, eh ben, faites-le. Vraiment, approfondissez votre pratique. Et si vous voulez le faire avec moi, il y a ma formation qui est encore avec les portes ouvertes jusqu'au dimanche 28 juin, là. Donc si ça vous parle, vous pouvez aller retrouver ça sur mon site. Pour clôturer, je vais revenir à cette phrase qu'il faut arrêter de croire que quand on veut, on peut. Pas parce que vous êtes incapable, au contraire. Moi, la femme qui arrivait à rien, qui se détruisait, qui n'avait jamais réussi à se sentir bien dans son corps, j'ai changé profondément. Donc la capacité, elle est là, elle est en vous aussi, elle a toujours été là. Elle attendait juste les bonnes conditions. Donc c'est hyper important de juste se souvenir que cette phrase, elle nous a menti sur deux choses. Elle nous a fait croire que pouvoir, c'était une affaire de volonté, alors que c'est une affaire d'état. Et elle nous a fait croire qu'on devait y arriver seul, alors qu'on est fait pour se régénérer en lien. Et je voudrais ajouter une dernière chose, peut-être la plus importante de tout l'épisode. Si vous avez un truc à retenir de tout ce que je vous ai dit, c'est que la douceur envers vous-même, c'est pas un luxe, c'est pas une faiblesse. C'est pas une façon élégante de vous trouver des excuses, c'est un mécanisme en fait, c'est le chemin. Parce que rappelez-vous comment marche votre corps. Il ne retrouve sa capacité que lorsqu'il se sent en sécurité. Et la honte, qu'est-ce qui va pas chez moi, c'est exactement ce qui le maintient figé. Donc chaque fois que vous vous tapez dessus, vous resserrez le frein, vous vous enfoncez. Et à chaque fois au contraire que vous vous parlerez avec douceur, que vous envoyez à votre propre système nerveux le signal le plus puissant qui existe, tu es en sécurité avec moi, je ne vais pas t'attaquer plus, et bien là, il y a des vrais changements qui vont s'opérer. La compassion envers soi, c'est pas un truc niaiseux, c'est de la neurophysiologie.
c'est littéralement ce qui va rallumer notre chef d'orchestre. La douceur, c'est pas une récompense à laquelle on a le droit une fois qu'on y est arrivé. La douceur, c'est vraiment un chemin par lequel on va y arriver. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez coincé, que vous êtes sur ce canapé, que vous n'arrivez pas à retrouver l'élan, que vous n'arrivez pas à écrire ce livre que vous avez envie d'écrire, enregistrer ce podcast que vous avez envie d'enregistrer, arrêter de manger ce qu'il ne faut pas que vous mangiez, etc. Au lieu de vous dire qu'est-ce qui ne va pas chez moi, posez juste une main quelque part sur vous, là où ça vous fait du bien, que vous puissiez vraiment sentir la chaleur de votre propre main sur vous, peut-être sentir le contact des pieds au sol, de sentir, de venir en contact avec cette neuroception, peut-être vous repérer dans la pièce, vous sentir pleinement ici et maintenant, et puis de juste vous dire, comme si vous disiez à quelqu'un que vous aimez profondément, c'est pas que je veux pas, c'est que là tout de suite, j'ai pas assez de sécurité, j'ai pas assez de ressources. Donc, de quoi j'ai besoin? Et si nécessaire, qui est-ce qui peut m'accompagner? C'est pas de vouloir plus. C'est enfin arrêter de se faire la guerre. C'est de se traiter comme quelqu'un qui mérite d'être accompagné en commençant par soi-même. Et c'est comme ça, pas en forçant, mais vraiment en vous offrant de la sécurité, du lien et de la douceur, que vous allez arriver à revenir tout doucement, petit à petit, à plus de vivant, à plus de mouvement et à plus de réalisation de tout ce que vous avez envie de faire. Voilà. Donc j'espère vraiment que ce podcast vous a fait du bien, vous permet de vous déculpabiliser, de vous accompagner, de vous prendre la main pour aller là où vous avez envie d'aller. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas aussi à le partager aux personnes que vous connaissez qui peut-être sont coincées dans cette situation pour qu'ils puissent aussi s'amener plus de douceur, voilà, et partager autour de vous. En tout cas, moi je suis très heureuse d'avoir pu partager et vous parler de ce sujet parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je pense que si on était tous plus doux envers nous-mêmes, eh ben, le monde serait largement différent. Voilà. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.